Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 28 mars. Plus de 3 semaines après la visite du président français Emmanuel Macron, le Premier ministre Samalou Kondé a reçu l'ambassadeur de la France en RDC et une délégation de l'Agence française de développement. À la une également, c'est une rencontre à enjeu pour les léopards de la RDC. Les fauves congolais vont affronter l'équipe nationale de la Mauritanie. Une quatrième journée des éliminatoires de la CAN qui pourrait relancer les hommes de Sébastien Desabre, encore lanterne rouge de leur groupe. À l'international, la Namibie, reine de l'iranium en Afrique, elle a détrôné le Niger voilà quelques années et Niamey peine à reprendre sa place. Un invité, un intervenant plutôt dans ce journal, il s'agit de Blaise Kouzola, spécialiste maison des questions sportives. Avec lui, nous parlerons du football, notamment avec les chances des léopards pour se relancer dans ces éliminatoires. Bonsoir Blaise. Bonsoir Patrick Ilunga. Voilà, nous allons vous retrouver tout à l'heure, mais on commence d'abord avec l'actualité. État d'avancement de la coopération entre la RDC et la France, les avancées enregistrées lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, c'est l'objet de la rencontre que le Premier ministre Samalou Kondé a eue ce mardi avec une délégation de l'Agence française de développement conduite par l'ambassadeur Bruno Aubert. Ce dernier a fait le point du contenu de ces discussions suivant-le à l'issue de la rencontre. Bonjour, alors j'ai été reçu par le Premier ministre avec le directeur Afrique de l'Agence française de développement et la directrice d'agence de l'Agence française de développement en RDC. Nous souhaitions rencontrer le Premier ministre 3 semaines après la visite du président Macron pour faire le point en quelque sorte sur la visite, sur les acquis de la visite, sur les orientations qui en découlent dans le domaine économique, dans le domaine aussi de nos actions pour le développement du pays, dans toutes les coopérations différentes. Donc nos échanges ont porté sur l'ensemble de ces sujets, le forum économique notamment, les engagements qui ont été pris à ce moment, et aussi sur les engagements de l'Agence française de développement, sur la signature des conventions qui ont eu lieu à ce moment-là, et le degré d'exécution de nos différents projets. Il était important de rencontrer le Premier ministre pour tracer des perspectives avec lui et écouter ses orientations. L'échange avec le Premier ministre a été extrêmement fructueux, constructif. Il vient à point nommé quelques semaines après le passage du président Macron et c'était pour nous l'occasion d'examiner les conditions d'exécution des programmes en cours en RDC. En particulier, c'était pour nous l'occasion de souligner combien de fois le portefeuille d'activité de l'AFD a considérablement cru dans des secteurs extrêmement divers, de la formation professionnelle, de la santé, de l'agriculture, du développement urbain, et je pourrais en citer d'autres. Le point important que nous avons discuté avec le Premier ministre, c'est véritablement celui de l'impact de nos actions au bénéfice des populations. Et de ce point de vue-là, je dois dire que j'ai été édifié par le contenu des positions exprimées par le Premier ministre. Lutte contre la mortalité et la morbidité materno-infantile, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani de Sœurs de Pauvres de Bergame, c'est à Kinshasa. C'était devant quelques membres du gouvernement et les agents de cette structure sanitaire. Fiston Oleko. Environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Cependant, la majeure partie de ces décès qui se sont produits dans les pays à revenus faibles auraient pu être évités, raison pour laquelle ce projet intéresse le gouvernement de la République. Le bâtiment inauguré est constitué entre autres de 10 salles, dont une salle néonatale, une salle de surveillance de travail des sages-femmes, une salle d'opération, une salle de réanimation néonatale post-opératoire, une salle d'entreposage de matériel d'intervention chirurgicale, une salle de travail, une salle de réveil post-opératoire, une salle de distribution des fluides médicaux, une salle d'accouchement et une salle d'hospitalisation post-opératoire pour un coût d'investissement de 4,2 millions d'euros, bâtiments et équipements.
Sa construction est l'œuvre du consortium Giner International et Médecins du Monde qui mettent en œuvre le programme Projet Mères et Enfants de Kinshasa Promekine en sigle. Ce dernier vise à contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité matéro-infantile de la population de Kinshasa. Le Premier ministre Sama Lukonde, qui a eu le temps de visiter tous les locaux et services, a salué l'initiative ayant abouti à cette réalisation qui constitue à ses yeux la preuve de dynamisme de la coopération entre la France et la RDC. Financé par l'Agence française de développement AFD en sigle, dans le cadre de la collaboration bilatérale entre la RDC et la France, ce projet vise à améliorer la santé maternelle et infantile en zone périurbaine de Kinshasa via une amélioration de l'offre des soins en zone périurbaine défavorisée, un renforcement du réseau communautaire sur les droits en santé reproductive, un renforcement des réseaux de professionnels des soins et des collaborations inter-établissements de la ville de Kinshasa et une amélioration des actions de prévention et contrôle des infections en contexte de Covid-19. Quittons Kinshasa pour se rendre dans la province de l'Ituri où 720 300 déplacés ont regagné leurs villages respectifs en territoire de Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa entre juin 2021 et janvier 2023. Un retour rendu possible grâce à la maîtrise des violences et à la stabilisation de la sécurité de ces milieux par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de FARDC et conseiller du gouverneur militaire de l'Ituri fait le point de ces résultats tout en soulignant que beaucoup reste encore à faire. Il est joint par Jojo Mulamba. Sur 1 500 000 déplacés, aujourd'hui nous comptons plus de 720 300 personnes déplacées qui sont retournées dans leur milieu d'origine en territoire de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi. Ceci est rendu possible grâce à l'approche globale utilisée par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Nkashama-Djoni. Dans cette approche, il y a eu les opérations que nous menons contre les groupes armés hostiles d'une part et d'autre part l'approche non militaire qui favorise la sensibilisation et le dialogue les communautés vivant en Ituri. Et le 720 300 personnes retournées s'inscrit dans une période allant de juin 2021 jusqu'au mois de janvier 2023. Donc c'est quelque chose que nous encourageons au nom de son excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkashama-Djoni. Nous encourageons la population déplacée de manifester de plus en plus la volonté de rentrer dans leur milieu d'origine. Et quant à nous, l'administration militaire sous l'état de siège va tout mettre en œuvre pour sécuriser la population, assister cette population et les encourager de rentrer dans leur milieu d'origine, car le site de déplacés, ce n'est pas leur millier. Ils sont appelés à regagner leur millier, de travailler pour le développement de la province. Et donc, nous allons mettre tout en œuvre pour que cette population regagne leur millier de manière progressive, sécurisée et assistée. Voilà ce que nous allons faire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashama-Djoni. Place au dossier du jour. Après la nomination du gouvernement Sama Lukonde II, le cap est mis sur le travail, mais avant la remise et reprise doit intervenir incessamment. Parmi les défis à relever par le gouvernement remanié, il y a la question de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les sociales de Congolais, mais aussi les élections qui pointent à l'horizon. Fiston Oleko. Déjà, lors de son investiture en 2021, la représentation nationale a validé un programme d'action du gouvernement Sama Lukonde I à l'unanimité, un programme de 2021-2023 intitulé « Construire un État fort, prospère et solidaire » avec 36 milliards de dollars américains à mobiliser.
Il est vrai que ce gouvernement Sama remanié, rendu public ce 24 mars, vient sûrement continuer sur cette lancée pour essayer de répondre tant soit peu aux attentes de la population. Ces attentes sont multiples actuellement, parmi lesquelles la sécurité du pays, les élections qui pointent à l'horizon et les social des Congolais. Pour ce qui est de la sécurité dans le pays, on ne peut pas en parler sans pour autant évoquer cette guerre dans la partie orientale causée par plusieurs groupes armés, notamment le M23 soutenu par le Rwanda. L'Est de la RDC est considéré comme le ventre mou en termes de sécurité. La zone où le Congo-Kinshasa est touché constamment depuis le génocide rwandais en 1994. Il faut dire aussi que, face à la résurgence du M23 en 2021, avec son cortège des soucis humanitaires, le gouvernement congolais mise sur l'action diplomatique avec les processus de Nairobi et de Luanda qui peinent à donner des résultats escomptés. Pour preuve, la force de l'EAC, qui a un mandat offensif selon Kinshasa, s'est vautrée dans les négociations avec le M23, mais aussi les résolutions de Luanda, comme tout autre, ne sont pas respectées par le groupe armé que le gouvernement congolais désigne de groupes terroristes. C'est dans cet environnement que vient travailler cette équipe Sama 2, un environnement où le pays est doté pour la première fois d'une loi de programmation militaire avec pour objectif de faire monter en puissance l'armée congolaise en la dotant des équipements majeurs, mais aussi développant sa capacité opérationnelle avec notamment le recrutement de 18 000 hommes lancés en 2022. Ce gouvernement se tâchera de poursuivre aussi sa mise en œuvre, mais aussi la poursuite des initiatives diplomatiques prises au niveau de la sous-région. Le tout pour la paix, condition sine qua non pour la tenue des bonnes élections qui doivent se tenir en décembre de cette année. Parlons des élections, l'année 2023 est l'année où cette mandature prendra fin, s'il faut s'en tenir au délai constitutionnel. Le processus électoral étant en cours, la CENI est au niveau de nettoyage du fichier électoral après l'opération d'identification et enrôlement des électeurs qui sont encore en cours dans la troisième ère opérationnelle. Le gouvernement Sama 2 se doit de poursuivre le financement de ce processus électoral qui est à ce stade à près de 480 millions de dollars américains en 2022, alors que la centrale électorale attendait 600 millions selon la loi des finances 2022. Un autre défi pour ce gouvernement, ensemble avec la CENI, est d'imaginer des voies et moyens pour reconstruire la confiance entre les parties prenantes. Sur le plan social, les défis sont énormes. L'environnement économique international avec la guerre en Ukraine, mais aussi les effets de Covid-19, fait qu'il se constate la flambée des prix en interne avec un taux d'inflation en cumul annuel de plus de 5%. Le social pour ce gouvernement remanié, c'est aussi maîtriser la tension sociale qui s'exprime avec des mouvements des députés provinciaux, des médecins, des professeurs d'université et bien d'autres corps réclamant leur salaire. Maîtriser aussi le taux d'échange car le franc congolais ne fait que se déprécier devant les devises étrangères bien que les réserves d'échange soient à 4 milliards de dollars américains. Au-delà des défis, il faut dire que cette composition Sama 2 vient trouver l'économie nationale un peu plus mieux qu'avant avec des performances de 2022 de plus de 9 milliards de dollars américains mobilisés en ressources propres et une croissance qui veut frôler le 2 chiffres à 8%. C'est un dossier qui a été signé par Fiston Oleko. En rapport avec les manifestations violentes intervenues lundi et mardi au ministère des Affaires étrangères du fait de la revendication des agents non mécanisés, le vice-premier ministre Christophe Lutundula monte au créneau et exige des mesures disciplinaires. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères dit que la tension qui a régné au ministère des Affaires étrangères est due à un mouvement de protestation des agents engagés depuis plus de 5 ans qui réclament la régularisation de leur situation. C'est un héritage douloureux légué au pouvoir actuel, peut-on lire dans le communiqué. Lutundula demande aux grévistes de reprendre le travail. Lui qui se trouve encore à l'extérieur du pays promet de relancer les discussions dès son retour à Kinshasa. Lundi, les protestataires, vous le voyez dans les images, ont failli empêcher le ministre des Finances d'accéder à une salle. C'était au ministère des Affaires étrangères. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo seront reçus ce mardi par les Mourabitounes de la Mauritanie sous le coup de 23h heure de Kinshasa en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les fauves congolais doivent l'emporter pour garder entièrement leur chance de qualification. Blaise Tokozola.
Les Mourabitounes de la Mauritanie reçoivent les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est mardi 28 mars 2023 au stade de la capitale Nouakchott qui s'appelle Sheikha Ould Boidia. En effet, cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 4e journée du groupe I des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023 va débuter à partir de 22h heure locale, 23h heure de Kinshasa, 0h heure de Lubumbashi. Alors ce match est ô combien important pour les poulains du sélectionneur Sébastien Desabre, car les choses ont été chamboulées dans leur groupe hier avec la victoire surprise du Soudan face au Gabon 1-0 en match de la 4e journée. Un succès qui a hissé les Soudans à la 2e position du groupe avec 6 points et qui maintient entre-temps le Gabon à la 1re position avec 7 points. Le coéquipier du capitaine Chancel Mbemba occupe désormais la dernière position du groupe avec 3 points, alors que leur adversaire du jour, la Mauritanie, a été rétrogradé en 3e position avec 4 points. Avec l'actuelle configuration du groupe, les Léopards sont donc obligés de faire un meilleur résultat possible ce soir pour continuer à survivre. 2 résultats sont à la limite acceptables pour la RDC. D'abord, une victoire va totalement relancer les tricolores congolais dans ce groupe en attendant leurs 2 derniers matchs. Par ailleurs, un match nul va corser les calculs des Congolais. Toutefois, ils seront toujours en ballottage favorable pour leurs 2 derniers matchs. Cependant, une défaite ce soir va aménuiser les chances de qualification de la RDC pour la prochaine CAN, car avec 3 petits points, le double champion d'Afrique va être en difficulté de se qualifié mathématiquement avec ces 2 derniers matchs, dont l'un à domicile. Le match Mauritanie-République démocratique du Congo est à suivre en direct en intégralité sur la chaîne nationale mauritanienne, Télévision de Mauritanie, mais aussi sur Géopolis Télévision. Arrivé à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, les Léopards de l'RDC ont fait la connaissance du terrain hier à l'heure du match, 22h heure de Nouakchott. Une séance d'entraînement stratégique qui constitue d'ailleurs la 2e séance d'entraînement en terre mauritanienne par les hommes de Sébastien Desabre. Tous les joueurs y ont pris part, y compris Meshak Elia qui avait cédé sa place à la 15e minute du match aller, joué il y a 72 heures à Lubumbashi suite à une blessure contractée au niveau de la tête. Plusieurs sources ont affirmé qu'après la traditionnelle reconnaissance de terrain, le bus qui transportait les Léopards à l'RDC a été attaqué par les supporters mauritaniens. Ces derniers ont bouché la route de retour, empêchant le bus de quitter convenablement le stade, chantant des chants de mépris, de moquerie à l'égard des ambassadeurs congolais. Pour les Mauritaniens, ces actes de vandalisme constituent une réponse à ce qui s'est passé à Lubumbashi contre leur équipe, car pour eux, l'arbitrage n'était pas du tout au match aller, surtout avec un carton rouge attribué à leur numéro 10, Idrissa Thiam. Je vous retrouve donc Blaise Kouzola, rebonsoir. Bonsoir, monsieur Patrick. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste ici à Géopolis Télévision, spécialiste de questions sportives. Avec vous, nous allons analyser les chances des Léopards de l'emporter ce soir ou bien de garder leurs chances pour la qualification. Mais Blaise, on a suivi votre commentaire. Ce soir, les Léopards jouent gros. Justement, les Léopards jouent gros. Il faut une victoire, comme on a lu dans ces récits, dans ces commentaires. Il faut vraiment une victoire, étant donné que hier, au Soudan, à Omdurman, il y a eu cette rencontre qui a opposé le Soudan au Gabon, match remporté par les Aigles de Khartoum sur la marque de 1-0. Cela déjà met en mal la République démocratique du Congo, puisque le Soudan totalise 6 points et est maintenant installé à la 2e position avec ces 6 points. Qu'on en a comme ça, le sort même du match d'aujourd'hui, tant pour la République démocratique du Congo que pour la Mauritanie. Donc l'enjeu est très grand. Une victoire congolaise permettra aux hommes de Sébastien Desabre de se relancer complètement et de relancer même le groupe et de garder intact leurs chances de qualification pour la prochaine CAN qui va se jouer déjà au mois de janvier en Côte d'Ivoire. Ce sera en Côte d'Ivoire en 2024. Rappelons d'abord que les Léopards sont lanterne rouge, c'est-à-dire sont bons derniers du groupe. Et derrière le Gabon, le Soudan et la Mauritanie. Comment voyez-vous la rencontre de tout à l'heure? Est-ce qu'un faux pas risque de condamner les chances de 11 Congolais?
Un faux pas, ça peut pas condamner les chances de Congolais, mais ça peut quand même les remettre en mal par rapport aux deux rencontres qui vont suivre. Déjà au mois de juin, les Léopards seront reçus à Libreville contre l'équipe gabonaise. Alors il faudra déjà gagner pour gagner aussi en mental et pour gagner aussi en points. Parce que si la République démocratique du Congo l'a emporté aujourd'hui, c'est 6 points et elle va se retrouver, si elle gagne par peut-être 2 buts d'écart, elle va se retrouver déjà à la deuxième position et le Soudan sera troisième, d'où il faudra l'emporter. Peu importe la manière, je l'ai dit, peu importe la manière, il faudra l'emporter, étant donné qu'aujourd'hui le match va se jouer au stade Sheika Ould Boidia, c'est un stade de 8200 places. On annonce d'ailleurs que le match va se jouer à guichet fermé. Tous les billets ont été vendus, les billets qui étaient compris entre 3 et 15 dollars. Tous les billets ont été vendus, donc ça sera déjà un stade tout fait, tout flamme, comme c'était à Lubumbashi il y a quelques jours. Donc la République démocratique du Congo fera face à une équipe aussi tenace que la Mauritanie qui n'a été battue sur ses terres qu'une seule fois depuis 2018 avec 11 rencontres jouées. Il y a eu 5 victoires à domicile bien entendu, 5 matchs nuls et une seule défaite, c'était face à la Zambie. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère, c'est une équipe qui se défend très bien à domicile et qui fait généralement de très bons résultats. Alors quant à Sébastien Desabre, de pouvoir comprendre cela et de mettre la meilleure équipe possible, je dirais même remettre le 11 de départ qui a joué face à cette même équipe. Il pourrait peut-être changer certaines donnes d'une manière un peu plus tactique et ça sera une bonne chose. Donc déjà, il a tous les joueurs à son actif, il a même récupéré Meshak Elia, donc c'est à lui maintenant de bien jouer la carte pour contrecarrer les attaques mauritaniennes. Il faut toucher du bois, comme on dit, mais il faut rappeler aussi que les Léopards voyagent mal. On se rappelle de la défaite contre le Soudan il y a quelques mois. Justement, c'est ça aussi l'autre problème qui gangrène un peu les Léopards actuellement. Les Léopards voyagent généralement mal. Vous avez parlé du Soudan, je peux aller même plus loin en vous parlant du Maroc, en vous parlant du Gabon. C'est quand même quelque chose, un défi énorme qu'a des sabres de relever. Et quand même le joueur de relever, pourquoi pas, parce que gagner aujourd'hui mettra même le joueur en confiance pour venir encore bien affûter leurs armes déjà au mois de juin prochain, parce que ici il est question d'engager soit 9 soit 10 points pour pouvoir se qualifier. Donc on est vraiment dans les calculs, mais les calculs n'auront pas lieu si et seulement si les Léopards arrivaient à battre la Mauritanie aujourd'hui. Un match nul n'est pas si mal que ça, mais il faudrait, la RDC sera maintenant condamnée à gagner face au Gabon et au Soudan, donc empocher 6 points, chose qui n'est pas du tout facile. Donc déjà aujourd'hui, il faudrait vraiment, avec la hargne qu'il faut, avec déjà le jeu qu'ils nous ont montré à Lubumbashi, nous croyons que c'est une possibilité que les Léopards puissent l'emporter à Nouakchott ce soir déjà à 23h. Donc déjà, on annonce au grand public que nous serons là, bien évidemment, pour couvrir cet événement. Voilà, donc les Congolais ont retrouvé leur amie, la calculatrice, comme on dit. Voilà. Mais on va dire quand même que vendredi passé, les Léopards ont joué avec les mêmes Morabitoun à Lubumbashi. Et les Léopards ont fait quand même bonne impression en battant les Mauritaniens par 3-1. Est-ce que on peut dire déjà que les Léopards commencent à sortir la tête de l'eau après un long moment de dégringolade? Oui, on peut dire ça. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que on a vu une bonne équipe de la RDC qui, même lorsqu'elle a été victime, il y a eu ces buts réducteurs du score par la Mauritanie, ne s'est pas laissé faire. La RDC a continué à attaquer. On a vu une solidité défensive. On a également vu des joueurs vraiment qui étaient en cohésion. On l'a senti même au milieu de terrain avec Mutusami et Chibola, et aussi en attaque avec Bakambu qui a fait son retour d'ailleurs, qui a d'ailleurs marqué un but. Donc le moral est au zénith et on croit que c'est peut-être une nouvelle ère qui commence déjà à venir au sein de la sélection, qui a vraiment connu beaucoup de problèmes. On se souvient de cette triste année 2022 qui a privé
les léopards de la Coupe du Monde qui s'est jouée au Qatar. Donc, et c'était quand même assez difficile. Et si le chose et les léopards n'ont pas été à ça, la dernière CAN non plus. Voilà, ils n'étaient pas aussi à la dernière CAN qui s'est jouée Au au Cameroun. Cameroun. Donc, c'est quand même un grand défi à relever pour Sébastien Desabre, qui est arrivé à la tête de cette sélection après la deuxième défaite d'affilée de la République démocratique du Congo dans ses éliminatoires. C'était face au Soudan. Il a remplacé Hector Cuper et a cette lourde tâche de qualifier la République démocratique du Congo à cette CAN. Et c'est pas trop tard. Il y a déjà quelqu'un en République démocratique du Congo qui l'a fait dans des conditions très difficiles. Il s'appelait Florent Ibenge, qui l'a fait en 2015. Donc il faudra jouer tout le coup à fond pour les léopards. Il ne faudra pas avoir peur peut-être de Mauritaniens, ou bien puisque eux viendront avec cette bonne volonté, et ils auront aussi la morale au zénith devant leurs supporters. Et comme on l'a dit, selon certaines sources, les supporters mauritaniens ont quand même brutalisé la sélection nationale, mais ça ne doit pas être une raison pour ne pas bien jouer. C'est d'ailleurs un plus, un tonus pour pouvoir leur permettre de faire encore mieux et de se dire que voilà, on est devant un fait accompli, on doit se battre vraiment. Très bien, mais dernière question, parce que vous avez parlé de Sébastien Desabre. Est-ce que vous voyez déjà la patte des sabres dans l'équipe des Congolais? Oui, ça commence déjà à venir. Déjà, il faudra rappeler que Sébastien Desabre, c'est le sélectionneur manager, c'est-à-dire il est et dans le management et dans le coaching de la sélection. Il est en train d'apporter certains plus au sein de cette sélection de la République démocratique du Congo, et même certains joueurs l'ont reconnu, comme Cédric Bakambu lors d'une interview réalisée par mon confrère de Canal+. Donc il a dit que c'est un sélectionneur qui a beaucoup de potentiel et on peut lui donner la chance, et on va tout faire pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Moi, je pense que avec la hargne qu'a Desabre, il est déjà en train de s'imprégner, et on le voit que tout le monde l'écoute. Ces schémas tactiques sont acceptés par tout le staff, et même ses choix aussi sont acceptés. Donc je crois que avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il représente, le Congo peut rêver grand. Blest Kuzola, le verbe est toujours haut. En tout cas, merci d'avoir analysé les chances des léopards. On va vous retrouver tout à l'heure. Ce sera à 23h aux commentaires pendant le match RDC-Mauritanie. Plutôt Mauritanie-RDC. Ce sera à 23h en direct à Géopolis Télévision. L'actualité se poursuit avec les infos de l'étranger. Le Niger n'est plus le premier producteur d'uranium du continent africain depuis bien des années, selon un rapport publié sur la plateforme Ecofin Pro qui cite comme source l'Association mondiale du nucléaire. Le Niger a perdu sa place au profit de la Namibie depuis 2016 et ne l'a plus récupéré depuis. C'est un commentaire de Jojo Moulamba. D'après les données de l'Association mondiale du nucléaire, la production d'uranium du Niger était de 4 667 tonnes en 2012 contre 4 495 tonnes pour la Namibie. Les deux pays ont ensuite été affectés par la décision de fermeture de centrales nucléaires consécutives à l'accident de Fukushima et leurs répercussions sur le marché de l'uranium. Cependant, la production d'uranium de la Namibie est ensuite répartie à la hausse en 2016, totalisant 3 654 tonnes contre 3 479 tonnes pour le Niger. Depuis cette année-là, l'analyse de courbes d'évolution montre que le volume produit au Niger sont sur une pente descendante pendant que ceux de la Namibie sont sur une pente ascendante. En 2021, la Namibie est même devenue le deuxième producteur mondial derrière le Kazakhstan avec 5 754 tonnes produites contre 2 248 tonnes pour le Niger. Selon les rapports d'Ecofin Pro intitulés « L'uranium africain vers un nouvel âge d'or, les projets et enjeux »,
Le retour en grâce de l'uranium se manifeste sur le continent par la relance d'anciens projets, le lancement de nouveaux projets et de façon plus générale par un afflux d'investisseurs vers les ressources du continent. Au Niger, on peut citer le projet d'Assa et Madaoulé. En Namibie, le nouveau projet le plus avancé est celui de Toumas, piloté par Deep Yellow. S'il ne fait donc pas de doute qu'avec l'entrée en service de nouvelles mines, la production nigérienne d'uranium va augmenter, il est peu probable que ces volumes repassent à court ou moyen terme au-dessus de ceux de la Namibie. D'autant plus que cette dernière peut encore compter sur sa mine de Oussab, troisième plus grande mine d'uranium au monde en 2021, alors que le Niger a vu l'une de ses plus grandes mines, celle d'Akuta, fermée en 2021. Au Maroc, l'avocat est l'un des principaux fruits d'exportation avec les agrumes et les fruits rouges. Depuis quelques années, l'industrie est sur la pente ascendante avec une forte demande internationale du fruit. Pour le compte de la saison 2022-2023, les expéditions d'avocats ont déjà totalisé 35 000 tonnes entre juillet 2022 et janvier 2023. Encore une fois, Jojo Moulamba. C'est au total 35 000 tonnes d'avocats que le Royaume du Maroc a déjà expédié entre juillet 2022 et janvier 2023. Ces volumes, relayés par le site d'information spécialisé EastFree, marquent une hausse de 60% par rapport au stock de 21 875 tonnes expédiées au cours de la même période de la saison précédente. Alors que la saison se clôture d'ici juin prochain, la filière marocaine pourrait encore continuer sur sa dynamique positive et effacer le record de 42 300 tonnes d'avocats expédiés au cours de la précédente saison. Une telle performance confirmerait la montée en puissance de l'industrie qui s'est manifestée sur ces 5 dernières années par un volume croissant placé à l'export. Entre la saison 2017-2018 et la saison 2021-2022, les expéditions du pays ont quasiment doublé, passant d'environ 22 500 tonnes à 42 300 tonnes. Parallèlement, le royaume chérifien a gagné 3 places pour devenir le 9e producteur mondial du fruit derrière le Mexique, le Pérou, le Chili, la Colombie, le Pays-Bas, l'Espagne, le Kenya et l'Afrique du Sud. Plus globalement, les prouesses de la filière s'inscrivent dans un contexte national marqué par l'annulation en septembre dernier du programme de l'exécutif portant sur la subvention pour l'irrigation de nouvelles plantations de plusieurs cultures horticoles, dont les agrumes, le pastèque et les avocats, jugés trop gourmands en eau sur fond de sécheresse persistante dans le royaume. Selon les observateurs, cette décision devrait mettre un coup d'arrêt à l'expansion de plantations d'avocats qui couvrent actuellement près de 8000 hectares et conduire à une stagnation, voire une réduction des stocks à expédier pour les saisons prochaines. Au Maroc, la récolte d'avocats est principalement réalisée dans la région Rabat-Salé-Kénitra qui concentre 85% du verger national. Place à la revue de presse. Madame, Monsieur, bienvenue à cette revue de presse des journaux parus ce mardi 28 mars 2023 dans la ville-province de Kinshasa. L'accord cadre signé entre la RDC et la Zambie autour de la production des batteries électriques. Le message du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya à l'endroit de ses collaborateurs. Tels sont quelques sujets scintillants de ces matins. Ouvrons la brèche avec le phare qui titre Batteries et véhicules électriques en RDC. Sama pose le premier jalon. C'est ici qu'il faut également rappeler que la fabrication des batteries électriques des énergies renouvelables confirme le caractère de pays solution de la RDC dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, écrit l'auteur de l'article. Forum des As qui titre à sa machette retombée de l'accord cadre signé hier à Kinshasa, RDC Zambie cap pour la production des batteries et véhicules électriques. Selon le quotidien, Kinshasa et Lusaka sont déterminés à matérialiser leur projet de construction locale des batteries et véhicules électriques. C'est dans cette optique que le délégué du gouvernement congolais et zambien ont procédé hier lundi 27 mars à la signature d'un accord cadre pour le lancement de l'étude de faisabilité de la zone économique spéciale transfrontalière à aménager à cet effet dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la RDC. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa en présence du Premier ministre Sama Lukonde. L'auteur de l'article précise l'enjeu de cet accord et détaille pour la RDC. Notre pays pourrait profiter d'environ 8 milliards de dollars américains d'ici
10 à 15 ans. Le tabloïd du journal Avenir renseigne que l'étude des faisabilités qui sera réalisée par la firme Iris pour un coût de 750 000 $ américains et les conclusions seront présentées d'ici le mois d'août prochain permettra de concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la zone économique spéciale transfrontalière, identifier les principaux défis à relever afin de faciliter la création et l'exploitation de la ZES transfrontalière, élaborer un plan de financement et des stratégies de mobilisation des fonds et concevoir une stratégie de promotion des investissements dédiés à la zone économique spéciale transfrontalière. Il faudrait dire que les journaux parus ce mardi ont également été consacrés à la rencontre de ministre Mouyaya et ses collaborateurs. D'un côté, le tabloïd Le Journal titre, reconduit à son poste par le chef d'État, Patrick Mouyaya peut encore compter sur la loyauté de ses travailleurs du ministère de la Communication et Médias. Notre volonté de servir le pays à travers votre direction et de la même manière que vous continuerez à servir le pays sous le leadership du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge et sous la coordination du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut-on lire sur cette colonne. De l'autre côté, la prospérité note, surpris par cette organisation spontanée, le ministre Patrick Mouyaya Katembwe a manifesté sa joie lors de sa prise de parole. Ce n'est jamais un acquis, mais Dieu a fait grâce. Nous avons bien travaillé et nous avons foi en Dieu, au président de la République et au Premier ministre par rapport au travail que nous avions commencé. Le travail que nous faisons ici, vous et moi, a été apprécié. Mais je pense que c'est un travail qui doit être amélioré et d'être davantage apprécié, a déclaré le ministre Mouyaya à ses collaborateurs. Vous étiez nombreux à suivre cette revue de presse. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Vous avez reconnu la voix de Enoch Issei dans cette revue de presse. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Plus de 3 semaines après la visite du président français Emmanuel Macron, le Premier ministre Samaloukonde a reçu l'ambassadeur de la France en RDC et une délégation de l'Agence française de développement. Et puis, vous l'avez suivi, c'est une rencontre à enjeu entre le léopard de la RDC et les Mourabitounes de la Mauritanie. Le fauve congolais vont affronter l'équipe nationale de la Mauritanie, une 4e journée des éliminatoires de la CAN qui pourrait relancer les hommes de Sébastien Desabre, encore lanterne rouge du groupe. Et puis à l'international, vous l'avez suivi, la Namibie, reine de l'uranium en Afrique, elle a détrôné le Niger voilà quelques années et Niamey peine à reprendre sa place. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Restez branchés à cette chaîne parce que vous suivrez à 21h en direct l'émission Chemin Critique avec William Kalingay et à 23h la rencontre Mauritanie-RDC qui sera commentée par Blest Kouzola.